Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Dedibox fait sa rentrée. Je vois qu'il y a quelques personnes que je connais déjà, c'est très bien. Alors, au programme du jour, nous allons faire un petit rappel sur ce que compose notre gamme de produits Bar Metal chez Scaleway. Ensuite, aussi un rappel, puisque de nombreux d'entre vous le savent déjà, mais les gammes Dedibox et ensuite ce que composent nos gammes en termes de produits. Suivi de quelques rappels et peut-être nouveautés pour certains sur les différentes options en termes d'OS, réseau, stockage, service business. Nous avons décidé aussi de vous faire un petit focus aujourd'hui sur notre produit DediRack. Et enfin, je pense que vous attendez tous la présentation de la roadmap avec Simon, notre product manager Bar Metal. Alors, commençons sur les produits Bar Metal chez Scaleway. Évidemment, vous connaissez tous le produit Dedibox, c'est aussi pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc, nous avons le produit Dedibox depuis de nombreuses années, 2005 actuellement. Ensuite, nous avons le produit Elastic Metal, qui sont des serveurs dédiés connectés à l'univers cloud public qui peuvent être facturés à l'heure ou au mois. Donc, qui sont arrivés en 2021. Et ensuite, ce qui constitue notre gamme, c'est notre dernier produit, c'est Apple Silicon. Ce sont des produits Mac. Rentrons un peu plus en détail sur Dedibox. Évidemment, nous savons tous très bien qu'aujourd'hui, c'est des produits que vous connaissez, mais c'était important pour nous de faire un focus sur les 5 avantages de notre produit Dedibox. Les 5 principaux avantages de notre produit Dedibox sont évidemment la fiabilité et la sécurité, le fait de pouvoir avoir une infrastructure sur mesure dont vous avez le contrôle total sur les fonctions de votre serveur. Évidemment, une large gamme d'options qui peuvent être utilisées pour booster les performances de vos serveurs. Et le dernier, un accès à un réseau premium et fiable. Maintenant, rentrons un peu plus dans les gammes. Aujourd'hui, ce qui compose notre produit Dedibox, c'est 4 gammes. Une entrée de gamme, la gamme Start. Ensuite, nous montons une gamme supérieure, c'est la gamme Pro. Et encore une fois, nous montons dans une gamme encore supérieure, la gamme Core. Nous avons mis la gamme Store à côté parce que c'est une gamme qui a aussi des use cases très particuliers pour notamment les grandes capacités de stockage et le traitement massif de données. Je vais rentrer un peu plus en détail dans ces gammes. Évidemment, nombreux d'entre vous, clients, utilisateurs, savent déjà très bien l'utilité et les fonctionnalités de ces différentes gammes. Cependant, nous avons voulu faire un petit focus sur chaque gamme. Aujourd'hui, sur la gamme Start, c'est notre gamme d'entrée de gamme. Vous avez des serveurs qui ont vraiment un rapport prix-performance très intéressant, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons des serveurs qui sont sur un prix indicatif entre 9 et 29 euros, donc un prix très abordable pour notamment des performances qui sont aussi en lien avec ce prix-là. Ensuite, on monte en gamme petit à petit, on passe sur la gamme Pro. Donc, ce qui est très intéressant avec cette gamme-là, c'est que c'est une gamme qui a un équilibre entre à la fois le traitement, la mémoire et le stockage. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette gamme, c'est qu'on a un niveau de RAM qui évolue, notamment de 32 à 96 Go, et une rationalisation des différentes specs pour les différents usages qui sont très intéressants. On continue un petit peu, on monte en gamme encore, on passe sur la gamme Core. La gamme Core, c'est notre, on va dire, notre produit le plus haut de gamme. Ce qu'il faut retenir sur cette gamme, c'est que vous avez la possibilité d'augmenter la bande privée jusqu'à 25 gigabits par seconde. Ça, c'est vraiment un avantage. C'est une gamme qui offre des performances optimales pour votre infrastructure, pour notamment de la virtualisation, du big data, de l'IA. Enfin, nous avons la gamme Store. Donc, comme je le disais un petit peu auparavant, l'une des spécificités de cette gamme, c'est que vous pouvez voir dans les différentes specs que nous avons mis à droite, le stockage. C'est une gamme qui offre des capacités de stockage très intéressantes, allant de 8 Tera à 48 Tera. On avance assez rapidement, parce qu'évidemment, c'est des choses que vous connaissez déjà. Maintenant, nous allons parler des différentes options qui vous permettent de pouvoir booster les performances de vos machines. Évidemment, lorsqu'on arrive, qu'on commande le serveur chez Scaleway, la première chose à faire, c'est d'installer son OS. Ici, vous avez le panel des différents OS disponibles, que ce soit de la Linux distribution, de la virtualisation, du Microsoft Windows et du panel d'administration. C'est force évidemment tous les jours de mettre les dernières OS disponibles sur vos Dedibox. Parlons un petit peu des options réseau. Donc, concernant les options réseau, différentes options.
Premièrement, il est possible chez Scaleway de pouvoir commander des IPv4 à l'unité ou alors des blocs de 32 adresses pour vos Dedibox. Ensuite, quelque chose de primordial qui est essentiel, c'est important d'assurer la sécurité de vos serveurs. Donc, nous avons un niveau standard de sécurité concernant la protection des DOS. Pour certains use cases, ça peut être très intéressant de aussi potentiellement aller sur des plans qui sont un peu plus premium avec un plan avancé et un plan curated qui proposent des options plus détaillées et plus avancées. Ensuite, comme je l'ai commencé à vous le dire un peu tout à l'heure, certains serveurs de notre gamme Core particulièrement vous offrent la possibilité d'augmenter la bande passante privée jusqu'à 25 gigabits. Cette bande passante, on va dire que 25 gigabits, c'est le maximum. Il y a des évolutions possibles entre 5, 10, 15, 20, 25. Passons maintenant aux options de stockage. Concernant les options de stockage, un des produits et on va dire une des features qui peut être très intéressante pour vous, c'est ce qu'on appelle le stockage réseau SAN. Nous allons y revenir juste après dans une slide dédiée à ça. Ensuite, vous avez potentiellement la sauvegarde des backups, qui est aussi un produit que nous proposons, où vous avez 100 Go inclus, puis 750 Go en FTP, jusqu'à 750 Go en FTP, pardon. Aussi, pour booster les performances sur la partie stockage de vos serveurs, certains de nos serveurs, vous avez la possibilité sur certains de nos serveurs de pouvoir ajouter des disques physiques dans vos machines. Je fais un petit point notamment, je ne sais pas si tout le monde le voit bien, mais certaines de ces options nécessitent d'avoir un niveau de service business dont nous allons revenir par la suite. Et bien, c'est juste là, le niveau de service business. Donc, du coup, vous allez pouvoir avoir, lorsque vous commandez un serveur, vous avez la possibilité de choisir un niveau de service basique ou un niveau de service business. Ce niveau de service business est à 35 € hors taxe par mois par serveur. Vous pouvez voir ce qui aujourd'hui compose le niveau de service basique et ce qui compose aussi le niveau de service business. Je vais passer la main très rapidement à Simon qui va vous présenter rapidement les avantages du RPNSAN. On sait très bien que certains utilisateurs ici présents utilisent cette solution, mais c'est important pour nous aussi de vous faire un petit focus sur cette feature, ce qui est le RPNSAN. Simon, je te passe la main. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Effectivement, je vais faire un petit point rapide sur le RPNSAN. Donc en fait, c'est une fonctionnalité donc de stockage à travers votre réseau privé. En fait, votre stockage est vu comme un stockage relié à votre Dedibox. Et donc, ça vous permet en fait de profiter d'un stockage, d'augmenter en fait le stockage en quelque sorte de votre serveur dédié, en passant par le réseau privé, donc qui bénéficie donc d'un taux de disponibilité très important, donc supérieur à 99,9%, et également grâce à une bande passante en fonction des offres d'Edibox, bien sûr, qui peut monter jusqu'à 25 gigabits, donc comme sur les Core 7 par exemple, que l'on a actuellement sur Dedibox. Voilà, et donc bien sûr, il y a une option de haute disponibilité. Et donc, on est vraiment interconnecté avec. Donc, il faut avoir aussi l'option business, effectivement, pour accéder, enfin, l'option RPN pour avoir accès, effectivement, au RPN SAN. Exactement. Merci beaucoup, Simon, pour cette petite précision. Comme je vous le disais auparavant, vous avez la possibilité, lorsque vous commandez des machines, pour certaines machines, je vais faire la petite explication après, de pouvoir ajouter des disques physiques dans vos machines pour pouvoir augmenter les capacités de stockage de vos machines. Lorsque vous commandez une machine chez nous, vous allez arriver sur cette interface dans la console. Nous avons souhaité vous faire un petit rappel pour savoir quelles étaient les machines qui permettaient cette option et d'autres qui ne le permettaient pas. Donc, lorsque vous avez ce petit symbole orange en face des serveurs, comme vous pouvez le voir sur le screenshot qui est juste à droite de votre écran, cela signifie que vous allez pouvoir rajouter des disques physiques dans vos machines. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en considération, évidemment, lorsque vous commandez votre machine. Passons maintenant sur le produit Dedirac, qui à mon avis est connu par certains, pas connu encore par d'autres, mais c'était très important pour nous de vous en parler aujourd'hui, étant donné que c'est un produit qui peut vraiment répondre à des besoins, et je vais vous expliquer pourquoi. Le produit Dedirac, c'est quoi? C'est tout simplement des racks dans lesquels vous allez pouvoir intégrer vos propres machines. Donc, prenons l'exemple
c'est une machine qui n'est pas disponible dans notre catalogue avec des spécificités très techniques, vous avez la possibilité aujourd'hui de louer soit un quart de baie, soit une baie entière, ce qu'on appelle le Dedirak ou bien le Dedirak XL. Vous pouvez avoir les différentes spécificités techniques de ces Dedirak. Évidemment, c'est des racks qui sont alimentés en énergie et en réseau et en Internet. Et donc, du coup, ces Dedirak vont vous permettre potentiellement de pouvoir créer une infrastructure Dedibox et Dedirak pour pouvoir à la fois bénéficier de l'hébergement des machines qui vont servir à des utilisations spécifiques et d'hébergement spécifique dans des dédiracs pour des machines qui ont aussi des utilisations spécifiques. Passons maintenant au point, l'un des points les plus attendus, qui est la roadmap. Je vous laisse entre les mains de Simon Grélé, notre product manager bar metal chez Scaleway. Simon, the floor is yours. Merci Mathieu. Donc la roadmap que vous attendez, j'imagine, impatiemment, je vais vous la présenter tout de suite. On démarre directement dans le vif du sujet. Alors, on s'est focalisé, donc continue une roadmap sur cette fin d'année et sur donc le début de l'année prochaine. On s'est focalisé en cette fin d'année surtout sur la sortie de nouvelles offres. Donc, comme vous pouvez le voir, à la fin de l'année, on aura donc des nouvelles offres d'une nouvelle génération, la génération 9. Donc, on aura des Pro 9 qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Ensuite, nous aurons la génération 8. Donc, effectivement, en termes de date de sortie, elles sont inversées, mais c'est vraiment dans le même trimestre, donc elles sont vraiment très rapprochées. On a donc les Pro 8 et les Store 8. Et donc en début d'année prochaine, nous avons dans la génération 9 les Start 9 qui vont également sortir. Donc je vais venir plus en détail juste après sur les configurations qui vont être proposées dans ces nouvelles offres. En termes d'autres fonctionnalités, donc enfin d'autres évolutions côté Ladybox, on va avoir effectivement en début d'année une évolution du back-end, alors qui est déjà en cours, pour être transparent, il est déjà en cours. C'est juste qu'on s'est mis un jalon de fin plutôt en début d'année prochaine. Donc, qui sont les évolutions internes du back-end, donc qui n'ont pas vous ne verrez pas de choses directes en fait dans le back-end, mais en fait c'est pour continuer à le maintenir à jour. On a également donc en deuxième trimestre 2024 la qualification de la faisabilité d'un lien RPN VPC. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà entamé en fait cette année. On n'avait pas eu de la première qualification. En fait, on avait estimé que ce n'était pas prioritaire à ce moment-là. Donc là, voilà, on se laisse la possibilité effectivement de revenir sur ce sujet-là au deuxième trimestre 2024 pour voir effectivement le lien entre donc RPN, donc le réseau Dedibox privé, et VPC, donc le réseau qui est côté Elements. Voilà, pour pouvoir relier un peu les deux mondes. On a également à l'étude la possibilité de mettre en place un nouveau système d'installation, donc qui permettrait d'installer plus vite et avec une meilleure fiabilité en fait les nouveaux serveurs Dedibox. Donc ça c'est aussi en termes d'études au deuxième trimestre. Et au troisième trimestre, on a les améliorations de Dedibox dans la console Elements. Donc comme vous le savez sans doute, pour la plupart d'entre vous, en fait, Dedibox est accessible dans la console Elements lorsque votre compte vous permet de le faire, effectivement. Donc là, ces améliorations, ça permettrait d'élargir un peu l'éligibilité des comptes, de pouvoir être migrés dans la console Elements. Donc ça permet en fait d'avoir, si vous utilisez aussi Elements, d'avoir en fait tous vos serveurs, tous vos produits dans la même console, ce qui permet d'éviter de basculer de l'un à l'autre et de profiter d'une expérience unifiée. Donc si je viens un peu plus en détail dans les offres, donc je vais commencer par la génération 8. Voilà, donc on a 4 Pro 8 et 2 Store 8. Ce sont en fait des machines avec une bonne quantité de RAM et qui sont donc pour les Pro 8 uniquement avec des disques SSD SATA. Et pour les Store 8, comme on est sur des machines où on a besoin de plus de stockage,
on est sur des disques HDD. Voilà, avec une bande passante privée pour tout à 1 giga, et après, en fonction des offres, on est entre 500 et 750 mégabits par seconde. Voilà, je vous laisse lire un peu le slide. En passant sur la génération 9, donc qui à mon avis est également très attendue. On va lancer des offres à la fois dans la gamme Pro et dans la gamme Start. Dans la gamme Pro, donc qui vont arriver en fin d'année, avant la fin de l'année, pardon. On est sur donc des serveurs qui sont à base de processeurs AMD EPYC 7272, et donc qu'on a décliné en fait en deux versions, donc une version 128 Go de RAM et une version 256, et chacune ayant soit 2 fois 1 Tera de SSD NVMe, soit 2 fois 2 Tera de SSD NVMe. Voilà, avec une bande privée de 10 Go et une bande passante publique de 1 Go, mais qui pourrait être augmentée en prenant l'option bande passante. On a également, donc, sur cette génération 9, un peu plus tard, la gamme Start, où là, on est sur des processeurs AMD Ryzen, donc avec 16 et 32 Go de RAM. Et on a donc sur le premier, on est sur des disques HDD, donc 2 fois 1 Tera HDD, et sur la Start 9M, on est sur 2 fois 1 Tera SSD NVMe également. Donc je sais que les offres NVMe sont notamment très attendues. Donc voilà, j'espère qu'elles auront du succès. Et voilà, je te repasse la main, Mathieu. Super, merci beaucoup. Simon, merci beaucoup pour cette présentation de la roadmap. J'espère que je vois qu'il y a pas mal de questions. On va essayer de tout traiter le plus rapidement possible à la suite dans la période de Q&A. Pourquoi nous avons voulu aujourd'hui vous présenter un peu l'équipe? Parce que vous savez, c'est une des valeurs qui est très importante chez Scaleway, de cette valeur humaine où on essaye de évidemment créer du lien avec nos clients et aussi de vous présenter un peu toute l'équipe. Donc aujourd'hui, sur cette slide, vous allez pouvoir voir un peu toute l'équipe derrière toutes ces innovations, derrière toute cette roadmap et derrière tous ces produits aussi. Du coup, à la fois sur la partie PM, PMM et tous les ingénieurs et DevOps que nous avons. Pour aller plus loin ensemble, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, mais certains me connaissent, d'autres pas encore. Je suis Customer Success Manager, c'est moi qui accompagne. Mon rôle, les clients aujourd'hui sur le produit d'Edibox. Mon rôle est de faire en sorte que vous réussissiez vos objectifs avec Scaleway. Je me permets de faire un petit rappel nous avons lancé récemment une Customer Survey qui est très importante pour nous, pour notamment le développement et l'innovation sur ce produit-là d'Edibox, mais aussi sur, on va dire, de manière générale, sur la partie bar métal. Nous avons le lien qui est ici. Nous allons sûrement vous l'envoyer dans le chat. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rempli, ce serait vraiment très gentil de le faire. Vous avez mes coordonnées aussi et je suis évidemment à votre disposition. Ensuite, un autre petit rappel, nous avons relancé depuis le mois de septembre une newsletter d'Edibox. Lors de cette newsletter, nous avons envie évidemment de communiquer, d'être au plus proche de vous. C'est pourquoi c'est important, pour ceux qui le souhaitent évidemment, rien n'est obligatoire, de bien cocher lorsque vous êtes dans votre console, information du compte, et de bien cocher la case recevoir des informations. Lorsque vous aurez coché cette case, vous aurez l'opportunité de recevoir nos newsletters. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, voilà la newsletter qui a été envoyée au mois de septembre. Généralement, dans ces newsletters, on fait des focus. La prochaine, une petite nouveauté va arriver et on espère qu'elle va vous plaire, mais nous sommes assez sûrs de ça. Une prochaine promotion va arriver sur des serveurs. Ce sera le moment que ce sera dans ces newsletters-là que nous avons aussi le souhait de lancer des promotions marketing sur certains de nos serveurs. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de rester en éveil sur ces newsletters. Évidemment, vous aurez aussi des informations pour les clients que j'accompagne et pour les autres, il y aura aussi évidemment cette partie-là où vous aurez toutes les informations dans ce mail. Donc le prochain, évidemment, la newsletter, j'ai oublié de vous préciser ça, mais ça sera une newsletter mensuelle. Donc chaque mois, vous aurez une newsletter avec quelques nouveautés, quelques rappels et aussi quelques actions marketing.
comme potentiellement le webinaire d'aujourd'hui ou d'autres futures actions. Vous aurez plus d'infos bientôt. C'est le moment de la Q&A, c'est bien, on est parfaitement on time, donc du coup on va avoir l'opportunité de répondre, j'espère, à toutes vos questions. Dans tous les cas, pour ceux qui n'auront pas eu les réponses à leurs questions, si malheureusement ce sera le cas, nous reviendrons vers vous précisément dans une communication avec les différentes réponses à vos questions. Pour répondre à nos questions aujourd'hui, nous sommes évidemment tous les trois disponibles. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Arnaud Alcabas, qui est Solution Architect chez Scaleway, donc qui va pouvoir répondre à la majorité de vos questions. Alors, commençons. Nous allons commencer par la première question. Je pense que c'est dans l'ordre chronologique de Sylvain. Sylvain, la question est: bonjour, je n'ai pas réussi à trouver le nombre maximum d'IP failover qu'on peut attribuer sur un serveur. Cette info est-elle disponible et dépend-elle de la gamme des serveurs? Voilà, la question s'affiche. Du coup, messieurs, Arnaud, Ok. Simon, the floor is yours. Alors, effectivement, en termes d'évolution de la console Dailybox, c'est quelque chose qui manque. Le nombre maximum d'IP failover, certaines options de configuration ne sont pas présentes directement dans la console. Si vous souhaitez poser des questions plus spécifiques sur une gamme de serveurs, plus spécifiquement sur un serveur, en général, même en interne, moi, quand j'ai vraiment besoin d'une info technique sur le hardware, ce qu'il est possible de faire avec une gamme Dailybox, ben, je me rapporte au support Customer Excellence de Scaleway, qui eux, en fait, ont accès à certaines bases où ils ont plus d'informations que moi. Et donc, si vous souhaitez savoir le nombre maximum d'IP failover, en fait, c'est même pas le nombre d'IP failover, mais le nombre d'attachements d'objets. Donc, c'est soit une IP, soit un bloc d'IP. C'est-à-dire que si on peut attacher, par exemple, 10 objets, on pourrait attacher 10 blocs donc d'un certain nombre d'IP. Et donc là, vous auriez votre maximum. En général, quand j'ai besoin de poser cette question-là, vu que ça dépend vraiment au niveau de Dailybox, il y a énormément de granularité, beaucoup plus que chez Element, donc le cloud public. Je pose la question au support et on va essayer de fournir une console qui permettra d'obtenir plus facilement ces informations-là directement. Super, merci beaucoup. J'espère que Sylvain, cette réponse vous a satisfaite. Ensuite, prochaine question de Alexandre. Quelle est la différence entre Dailybox et Elastic Metal? Je vais potentiellement comme tu veux, Arnaud. Comme tu veux. Vas-y. Tu peux donner la réponse et si j'avais besoin de rajouter un aspect Exactement. technique, je rebondirai Super. dessus. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir entre Dailybox et Elastic Metal, le premier niveau de connaissance à savoir, c'est que ce sont tous les deux des serveurs dédiés. Qui dit serveur dédié dit possibilité de pouvoir gérer ses ressources comme on l'entend. Aujourd'hui, une des premières particularités entre Dailybox et Elastic Metal, c'est l'intégration à l'univers cloud public. Aujourd'hui, Dailybox est un produit serveur dédié qui n'est pas possible d'être ouvert sur l'univers cloud public, à la différence d'Elastic Metal où vous allez pouvoir intégrer votre serveur dédié à votre écosystème de produits cloud public. Quand on parle de produits cloud public, on parle d'object storage, d'instances, de réseaux privés, etc., etc. Une autre différence qui est notable aussi, c'est que le fonctionnement de la facturation d'un Elastic Metal et Dailybox est différente. Lorsque vous commandez un Elastic Metal, vous avez la possibilité d'être facturé soit au mois comme ce que vous l'êtes sur Dailybox, soit à l'heure. C'est une des différences principales. Et donc voilà, voici un peu les principales. En soi, ça reste deux serveurs dédiés. Je vais peut-être laisser la main à Arnaud pour compléter. Comme ça, il y a peut-être d'autres points techniques que je n'ai pas mentionnés. Non, c'est très juste. La principale différence entre Dailybox et Elastic Metal, c'est la philosophie.
Dedibox, c'est la philosophie en fait hébergement dédié. Où on va installer choses à la main, faire de la configuration custom, on soigne, on prend ces serveurs et on les met aux petits oignons, on les soigne comme on aime. Elastic Metal, on s'approche plus de la philosophie d'un produit managé dans un public cloud. Ce qui veut dire qu'on a moins de configuration, moins de customisation parce que ces choses-là ne sont pas self-service. On n'est pas dans la consommation FinOps, où par exemple, je vais avoir besoin de démarrer une instance bare metal pendant 3 heures pour effectuer un calcul, puis la détruire dans la foulée, où on va avoir du scaling ou des choses dans ce genre-là. De plus, on n'a pas cet aspect côté Dedibox qu'on va retrouver chez Elastic Metal, comme Mathieu l'a signifié, d'hybride. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la possibilité d'avoir, par exemple, 3 machines Elastic Metal sur lesquelles on va installer un cluster Proxmox, sur lequel on va mettre des VM qu'on va pouvoir exposer via des load balancers managés. On va pouvoir lier, par exemple, un serveur Kubernetes managé côté public cloud avec un cluster de base de données bare metal parce qu'on a besoin de performance pour la base de données. Là, on va pouvoir le faire côté public cloud, mais on ne va pas pouvoir le faire côté Dedibox. Ou alors, il faut manager soi-même son cluster Kubernetes côté Dedibox. Donc, c'est vraiment une question principalement de philosophie plus que de technique pure. Exactement. Merci beaucoup pour ces précisions, Arnaud. J'espère que c'est clair. Dans tous les cas, pour certaines personnes, il y aura toujours la possibilité. On a des matériaux qui vous permettent de vraiment comprendre et d'assimiler aussi cette différence. Donc, ce sera des choses qui pourront aussi vous être envoyées. Je me permets un petit rappel. Nous avons, histoire de dynamiser un peu ce webinaire aussi, lancé des sondages. Donc, vous avez un petit bloc à côté du nombre de participants. Vous avez un petit bloc sondage. N'hésitez pas à répondre. C'est aussi des choses qui nous permettent de faire avancer et de comprendre un peu plus aussi votre vision et vos points de vue. Donc, le plus de réponses nous avons, le mieux nous nous porterons. Ensuite, donc prochaine question. Excusez-moi, je reprends juste dans l'ordre. Ça, c'est traité. Ensuite, donc prochaine question de Clément. Avez-vous prévu de retirer l'obligation de l'option business pour les IP failover blocs? Ce qui n'a pas de sens car si on les prend à l'unité, on peut 3 petits points. Donc là, je peux déjà donner un aspect technique qui va indiquer que le fait d'avoir l'option business par rapport à l'option normale va pouvoir changer cet aspect-là. Ça rejoint les aspects nombre d'IP failover qu'on peut rajouter à une Dedibox. En fait, on peut rajouter un certain nombre d'objets, soit une IP failover unique, soit un bloc. En fait, si on utilise l'option business et qu'on doit donc accès au bloc, et si sur une machine, je peux rajouter 10 objets, je peux rajouter 10 blocs et donc faire 320 IP. Par contre, si je ne prends pas cette option-là, je peux prendre 10 IP unitaires, donc j'aurai 10 IP maximum. Donc là, on voit bien la différence qu'il va y avoir entre l'option business et l'option normale. On ne peut pas, en utilisant que des IP à l'unité, obtenir autant d'IP qu'avec l'option business. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'avec l'option business, pour le nombre d'objets que vous pouvez attacher à votre Dedibox, chacune de ces options, ça peut être un bloc. Donc, vous pouvez ajouter 10 blocs, peut-être de 32 IP, et donc obtenir 320 IP pour une machine. Et ça, c'est vraiment une partie business. Donc, après, en termes de pure évolution du produit et partie commerciale, je laisse Simon et Katharina répondre sur l'option d'éventuellement permettre 1 ou 2 blocs sans cette option. Mais dans tous les cas, il y a une vraie différence entre l'option business et l'option normale. Tout à fait. En tout cas, c'est important merci de transmettre ce feedback aussi. C'est des choses sur lesquelles l'enquête de satisfaction et les différents éléments que nous cherchons à avoir nous permettent de faire avancer notre produit. Donc, en tout cas, merci pour le point, merci pour la précision, Arnaud. Et on va passer à la prochaine question. Prochaine question de Laurent. Attacher un disque externe au RAID après installation d'une Dedibox est souvent complexe, voire impossible.
envisagez-vous de simplifier le processus pour attacher un disque externe au RAID de la Dedibox? Alors, je vais donner déjà une précision et je sais que c'est lié à une question qui arrive un tout petit peu plus tard. Le RAID Dedibox peut se présenter sous deux formes. Le RAID hardware ou le RAID software. Ça, c'est une décision purement interne au vu de l'évolution de la technique. De moins en moins, on va proposer du RAID hardware parce que le RAID hardware nécessite des cartes spécifiques qui deviennent de plus en plus dures à sourcer, dont on n'arrive plus à obtenir les pièces. Et si jamais en fait ces cartes tombent, il faut la remplacer avec une carte exactement identique. Sinon, on perd complètement le RAID. En règle générale, de toute façon, si la carte RAID tombe, on va perdre le RAID. Donc, on va privilégier de plus en plus le RAID software. Dans le cadre d'un RAID software, si vous ajoutez un disque externe, vous êtes libre d'ajouter vous-même et de gérer toute la rebalance de votre RAID directement en software. Vous êtes complètement autonome. Dans le cadre d'un RAID hardware, c'est une opération complexe et ça, peu importe que ce soit managé ou que ce soit vous qui le fassiez vous-même avec vos propres serveurs, c'est toujours une opération complexe de rebalance un RAID, de le sync, de ne pas perdre le RAID ou des données quand on ajoute un disque. Donc c'est pour ça qu'effectivement, pour les aspects de RAID et d'ajouter un disque externe sur des RAID hardware, c'est une opération sur laquelle je pense que nous ne ferons pas d'évolution dans le futur, principalement parce que nous privilégions le RAID software. Simon, tu me corriges si je me trompe. Je te vois faire un signe de la tête. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Je me permets de faire encore un petit rappel, mais c'est pour le bon fonctionnement et le bon déroulé, pour qu'on ait l'opportunité de pouvoir traiter toutes les questions. Veuillez privilégier, s'il vous plaît, à poser vos questions dans l'onglet questions, parce que je vois qu'il y a aussi des questions dans la partie chat. Je pense que nous traiterons dans un premier temps les questions dans l'onglet questions. Alors, prochaine question de Ludovic. Peut-on également customiser les disques dans Elastic Metal? Alors du coup, je vais répondre sur celle-ci. Effectivement, c'est pas disponible aujourd'hui dans Elastic Metal, mais c'est quelque chose c'est la prochaine grosse fonctionnalité qu'on espère mettre en place l'année prochaine pour pouvoir effectivement, parce que c'est vrai que c'est une demande, et c'est une des grosses aussi différences avec aujourd'hui avec Dedibox. Parce qu'aujourd'hui, voilà, dans Elastic Metal, on ne peut pas rajouter de disques ou customiser la taille des disques. Effectivement disponible sur les offres Elastic Metal. Mais c'est effectivement un point, c'est le prochain, on va dire, le prochain gros point qu'on va traiter effectivement. En effet, c'est souvent lié au fait que Elastic Metal, étant donné que ce sont des serveurs qui sont consommables potentiellement à l'heure, il est difficile d'envisager d'avoir quelqu'un qui vienne dans le data center et qui vous fasse le changement de disque dans la minute où vous venez de commander un serveur. C'est pas tout à fait la même philosophie. Donc du coup, s'il y aura des customisations, ce sera vraiment dans des cas très spécifiques. C'est déjà par exemple le cas de la gamme Iridium d'Elastic Metal, où si vous commandez, bon là on parle d'assez grand volume, mais si vous commandez tout un rack entier de serveurs Iridium, ben on vous fait vos serveurs Iridium customisés comme vous le souhaitez. Parce que dans ces cas-là, on est capable de se dire que vous avez commit, parce que si vous prenez un rack entier de serveurs, c'est pour une bonne raison. Vous avez commit sur le fait de prendre ces racks. On vous fait tout ce rack à vous et vous êtes les seuls à pouvoir consommer des machines dans ce rack. Dans ces cas-là, on a une customisation déjà possible pour l'instant côté Elastic Metal. Mais c'est vraiment un cas particulier, ça passe pas par la console, ça passe vraiment en contactant votre CSM, donc Mathieu. Et c'est un cas particulier, vraiment. Exactement. Merci beaucoup Arnaud, parce que j'allais justement faire cette petite précision. Merci pour ce détail. Alors, on va passer à la prochaine question. Question de Sylvain. Il y avait la question de Clément. Ah oui, non, pardon, question de Clément, excusez-moi.
Clément, question de Clément, les DiDirac sont-ils connectables au RPN SAN? Alors, dans les DiDirac, en fait, donc il y a deux offres, DiDirac et DiDirac XL. En fait, DiDirac XL est un des DiDirac normaux, parce qu'en fait, il y a DiDirac, c'est sur DC2 ou DC3. De mémoire, il me semble que le DiDirac XL est sur DC2 et DiDirac, c'est DC2, DC3. Et le DiDirac qui est sur DC2 est connectable au RPN, de même que le DiDirac XL. À partir du moment où vous avez la possibilité de connecter le DiDirac au RPN, normalement, vous avez la possibilité de bénéficier du RPN SAN, mais je n'en suis pas sûr à 100%. On reviendra sur ce point Voilà. plus en détail. Le plus simple, si vous avez une question sur ce point, si vous avez vraiment besoin de, je réitère par rapport à ce que j'avais dit au tout début, si vraiment vous avez une question sur quelque chose qui est faisable ou non avec des DiRAC, n'hésitez pas à contacter le support qui, dans le pire des cas, reviendront vers nous, que ce soit l'équipe d'Edibox ou Simon qui est PM Bare Metal, etc., pour que nous, on puisse voir avec les équipes réseau aussi ce qu'il est possible de faire ou pas. Exactement. Merci beaucoup. Prochaine question. Sylvain, nous avons eu de gros problèmes de performance lors de nos expérimentations avec le RPN SAN en 2021, notamment entre des serveurs situés dans un DC et un SAN HA situé dans un autre DC. Y a-t-il eu des évolutions sur le sujet depuis? On va peut-être mettre, s'il vous plaît, la question pour que tout le monde puisse en bénéficier. Merci. Alors, pour information, le RPN SAN, en fait, l'offre telle qu'elle est actuellement n'a pas évolué depuis le 2021. On a rajouté du volume, on a fait des choses dans ce genre-là. La partie technique et back-end de RPN SAN, à ma connaissance, n'a pas encore évolué. Mais c'est quelque chose sur lequel, justement, nous allons réfléchir en termes d'évolution. Et n'hésitez pas donc à revenir vers le typeform qui avait été lié dans le chat, le formulaire, pour pouvoir nous donner vraiment le plus d'informations possible dessus. Je sais que le RPN SAN est très utilisé, par exemple, pour monter des data stores sur un cluster de VMware ou avoir une volumétrie partagée pour Proxmox et, par exemple, pouvoir faire du vMotion ou ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nécessite d'avoir des performances, de bonnes performances. Actuellement, en fait, le RPN SAN reste partagé en fait, entre différents clients au niveau de la bande passante sur les réseaux. Donc, du coup, oui, il peut y avoir des problèmes de performance en fonction de si vous avez des voisins trop bruyants. Mais normalement, il me semble que c'est une réflexion dans la roadmap de regarder justement les performances du RPN SAN. Tout à fait. Merci Arnaud. Alors, prochaine question de Piotr. Ben voilà, parfait. Est-ce que vous avez des serveurs core puissants avec un stockage minimal pour utiliser uniquement du RPN SAN sans le stockage data ensuite serveur ESKI? Alors, donc là, c'est typiquement le use case dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser des serveurs ESXi, donc des serveurs VMware, pour monter un cluster VMware en posant un vCenter par-dessus. Dans ces cas-là, le use case, typiquement, c'est de ne pas utiliser les data stores locaux, donc la volumétrie locale du serveur, mais d'avoir en fait un data store partagé provenant, entre autres, par exemple, du RPN SAN et qui serait échangé. Alors, il ne me semble pas que nous ayons actuellement d'offres proposant un core, donc grande puissance CPU RAM, mais petite volumétrie, parce qu'on utiliserait du RPN SAN. Ce que moi je proposerais actuellement, mais je sais que ça a un coût, hein, on est d'accord, c'est d'utiliser le vSAN. Si vous avez la possibilité avec VMware de prendre une licence vSAN,
vous allez pouvoir partager en fait la volumétrie locale de chacun de vos ESXi et de créer en fait votre propre volumétrie partagée sans dépendre du RPNSAN, mais en utilisant la bande passante élevée que vous pouvez avoir à travers le RPN tout court. Et dans ces cas-là, en fait, la volumétrie que vous avez sur votre corps et la bande passante de vos corps vont être utilisées à pleine puissance. Et vous aurez quand même la possibilité de faire du V-Motion et ce genre de choses-là à travers votre center. Moi, j'utiliserais plutôt vSAN dans ce cas-là. Mais par contre, je sais que ça a un coût en termes de licence VMware. C'est pas tout à fait anodin. Okay. Mais du coup, pour répondre, actuellement, non, on n'a pas de corps puissant. Je ne sais pas, Simon, si on a la possibilité de customiser un corps pour diminuer la volumétrie disque, c'est-à-dire enlever du disque ou changer les disques pour des disques plus petits en diminuant le coût. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Non, effectivement, aujourd'hui, on a les Core 7 qui ont 2 fois 2 Tera de SSD NVMe, mais effectivement, on peut pas descendre aujourd'hui sur ces stockages. Ok, merci beaucoup. On va passer à la prochaine question, qui est la question de Laurent. Il n'y a pas de Red Hard pour les Gen 8 et Gen 9. La question, est-ce qu'il y a du Red Hard pour la génération 8 et 9? Alors, du coup, comme on l'avait précisé, comme je l'ai précisé un tout petit peu avant, c'est principalement une question de logistique et de sourcing des pièces pour les Red Hard. Alors, en effet, ça fait que ça peut bloquer. Ça peut bloquer sur certains aspects. Je sais que VMware et tout ce qui est VMware et SXI ne supporte pas le Red Software. Soyons honnêtes, la majorité du temps, ils ne supportent pas non plus le Red Hardware. La matrice de compatibilité est très serrée sur ces aspects-là. Mais oui, du coup, c'est une décision qui a été faite de ne pas mettre de Red Hard pour les nouvelles offres Gen 8, Gen 9. Par contre, si effectivement vous aviez besoin de Red Hard et que vous estimez que pour ces nouvelles offres, vous préféreriez avoir du Red Hard, n'hésitez pas à le remonter. Parce que nous restons à l'écoute de nos clients, et si on a une majorité de nos clients qui nous disent non, on ne peut pas, sans Red Hard, c'est pas possible, on va pas être billes en tête. On écoute ce que nos clients nous disent, donc n'hésitez pas à nous remonter ce feedback pour qu'on puisse faire ce qui est le mieux pour le plus grand nombre. Exactement. Prochaine question, Guillaume, sur la gamme Start 9, on pourra faire remplacer les disques ou on aura les mêmes soucis que sur les Start actuels? Alors, ouais, sur la Start 9, oui, effectivement, on pourra faire. Alors, je pense que là, Guillaume nous parle de remplacer les disques en cas de défaut sur le disque. Effectivement, ils pourraient être remplacés. Alors, je pense qu'il fait allusion aux Start sans doute qui sont dans des... En fait, on a certaines gammes Start qui étaient dans des lames communes. Enfin, plusieurs serveurs étaient dans des lames communes. Et effectivement, pour faire changer les disques, pour les faire remplacer, c'était compliqué parce que s'il y avait un autre client sur l'autre serveur, effectivement, il fallait donc avoir un moment de maintenance pour les changer. Mais effectivement, sur la Start 9, non, on est sur des disques qui pourront être remplacés, bien entendu. Super. On va passer à la prochaine question de Daniel. Aucun serveur de stockage full NVMe ou au moins full SSD prévu? Alors, c'est effectivement pas dans la roadmap que je vous ai présentée. La roadmap, donc, en tout cas sur les offres, ça arrête effectivement au début de l'année prochaine. Il est fort probable effectivement que les prochaines offres soient des offres de stockage, parce qu'effectivement c'est un manque qu'on a aujourd'hui, et pourquoi pas du full NVMe, mais ça on est encore en train de regarder ce qu'on peut proposer à un prix intéressant. Mais c'est un très bon retour en tout cas, parce que ça nous prouve que effectivement il y a un besoin là-dessus. Exactement. Prochaine question de Cédric. Bonjour, quel est l'intérêt de mettre, entre parenthèses guillemets, de nouvelles machines dont les processeurs datent d'au minimum 4 ans? Alors, je peux donner déjà une réponse, et ça, c'est lié tout à fait à la philosophie de Scaleway, en fait. Dans un serveur, ce n'est pas nécessairement les processeurs qui sont la partie qui va s'user ou qui va se détériorer. Et dans l'aspect d'écologie et de green IT, on va dire, de Scaleway, nous essayons de pousser
l'utilisation d'un maximum de nos composants jusqu'à 10 ans. C'était le cas, par exemple, ça a été une critique des premières machines élastique métal qui avaient des processeurs assez âgés. En fait, on a tout un processus qui s'appelle Transformers, où en fait, on va démonter toutes nos anciennes machines, récupérer RAM et CPU. En général, tout ce qui est motherboard, tout ce qui est câblage, tout ce qui est petits composants de ce type-là, c'est des choses qui, elles, vont s'user et donc qui sont remplacées. Mais pour tout ce qui est processeur, RAM et peut-être pas disque, parce que bon, pour les disques HDD, ils ont une durée de vie. Mais pour tout ce qui est processeur, en fait, au minima, on va les passer en fait dans une pouponnière en fait où on va les faire tester, on va les benchmark, on va les faire travailler pour valider et tester qu'ils fonctionnent toujours et qu'ils sont toujours au top de leur forme. Et après, derrière, on va les re-racker dans des nouvelles machines avec donc des nouvelles cartes mères, de nouveaux câblages, etc., de la RAM neuve s'il en faut, pour pouvoir utiliser le plus longtemps possible et essayer d'éviter le waste au maximum. Donc oui, c'est vraiment une philosophie Scaleway, d'utiliser nos processeurs le plus longtemps possible et nos composants le plus longtemps possible, jusqu'à 10 ans. Donc oui, on peut avoir des nouvelles machines et des nouvelles offres qui viennent avec des processeurs qui ont peut-être 4 ans ou 5 ans. C'est vraiment par contre des processeurs qui ont été testés et validés comme fonctionnant toujours et qui permettent par exemple de limiter aussi les coûts. Tout simplement, si on utilise le processeur top gamme le plus récent, ce sera pas des serveurs, ce seront peut-être pas dans des serveurs ou des offres qui seront à 49 € par mois. Ce sera peut-être dans des machines qui vont être plus dans l'ordre de 250 € par mois, des choses dans ce genre-là. Tout à fait. Prochaine question de Sylvain. Les dates de fabrication des serveurs ne sont pas indiquées. Je trouve quelques infos sur des anciens billets de blog concernant les gammes les plus anciennes, mais il serait utile d'avoir cette info sur chaque gamme pour ne pas commander de matériel obsolète. Alors, ouais, effectivement, c'est une très bonne remarque. Aujourd'hui, le cycle de vie donc sur les offres d'Edibox, nous, effectivement, on a des choses en interne, mais qui sont pas exposées, effectivement. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit s'améliorer. On en a conscience, et donc, effectivement, il faudrait qu'on mette en tout cas plus d'informations sur le cycle de vie, quand est-ce qu'on estime qu'on mettra certaines offres en fin de support, certaines en fin de vie, etc. Donc oui, il faut qu'on améliore là-dessus, mais c'est vrai que c'est un très bon point. Ouais. Super. Prochaine question de Guillaume. La bande passante privée affichée 1 gigabit par seconde sur le Pro 8S par exemple, est-ce que c'est celle qu'on a avec le support business ou de base? Alors, la bande passante privée, oui, effectivement, c'est celle qu'on aura avec le support business, ouais, effectivement. C'est celle qu'on a qui sera mise à disposition avec le support business. Ok. On enchaîne du coup. Prochaine question de Laurent. On nous demande de plus en plus des évaluations empreinte carbone et par la suite réduction. Que propose Dedibox dans ce domaine? Alors, je vais répondre. Alors, je suis désolé, je vais répondre de manière évasive. Côté Scaleway et côté Dedibox, du coup, nous sommes en pleine réflexion justement sur comment mesurer et présenter l'empreinte carbone de nos différentes machines. Et pour ça, on s'est rapproché de différents partenaires pour trouver une façon la plus juste de présenter cela. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas un consensus sur la manière de calculer et de présenter ces valeurs. Du coup, c'est un petit peu le premier qui va présenter des valeurs s'il utilise un certain calcul. Si ses concurrents utilisent un calcul qui donne des valeurs qui leur semblent plus favorables, en fait, lui va paraître moins green, plus sale. Du coup, pour l'instant, on essaie de voir avec des partenaires et des associations qui, eux, se sont rapprochés de différents providers pour essayer de trouver une manière uniforme pour que tout le monde puisse présenter une empreinte carbone
basé sur un même calcul, une même chose, pour pouvoir avoir un résultat qui soit honnête et transparent pour que les gens puissent comparer à travers les différents providers, plutôt que ce soit le premier qui dégaine et le premier qui se fait abattre. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la réflexion de Scaleway. On a toute une philosophie justement sur l'empreinte carbone, la réutilisation au maximum de nos équipements. Il y a tout un article sur la page scaleway.com présentant les engagements de Scaleway vis-à-vis de ça. C'est quelque chose qui est en cours. Super, merci beaucoup pour cet élément Arnaud. Prochaine question, la question est en anglais. So maybe we can answer the question in English. I saw that Darko is speaking in English. So do you plan to add bigger NVMe disk like 4 terabytes or 7.6 terabytes? So for this one, it's like it's about the same storage. The answer about the storage offers that we are considering. So yes, it's clearly an option, but we have to specialize the need of the storage we want, because everyone. Some people would like mini disk with a small size, and some would like less disk but with bigger size. So we have to find some offer that could answer most needs indeed. Yeah. In any case, it's not for the core or pro or start option. It's more for a new store range offer that would maybe happen later on when we have qualified the need of most of our customers. Exactly. And so it's a perfect time for the quick reminder of the survey, which is really, really important for us to gather a lot of information and to develop the products which satisfy your needs and most of the needs, of course. On repasse en français. Prochaine question de Ludovic. Envisagez-vous de pouvoir customiser le RAID des élastiques métal à l'installation, l'équivalent des templates de partitionnement de Dedibox? Alors oui, c'est une fonctionnalité qui va arriver sur le dernier trimestre de l'année. On sait que c'est très demandé, donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver sur la fin de l'année, déjà en commençant par l'API, et ensuite en la mettant effectivement disponibilité sur la console. Mais oui, c'est quelque chose sur lequel on est justement en train de travailler. Parfait. Un peu de patience, Ludovic, ça arrive. Sébastien, prochaine question qui est plus une interrogation, je dirais. Bonjour, avec ces nouvelles offres, est-il prévu que vous obligiez vos clients sur les anciennes offres à migrer vers les nouvelles offres, comme cela a déjà été le cas il y a quelques années? Alors non, il n'y a pas de plan aujourd'hui qui nous dit qu'on va obliger les clients à migrer sur des nouvelles offres. Voilà. Et on a des offres qui sont assez anciennes et qu'on a du mal du coup à, comme disait Arnaud tout à l'heure, sur le sourcing de certains éléments qui sont compliqués à garder pour un client, mais on oblige. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de. On n'a pas de plan. On a eu des end of life qui sont arrivés par rapport à certaines offres, certains aspects. Mais en règle générale, quand on a ce type de choses, c'est pas lié au lancement d'une nouvelle offre. C'est plutôt dû à un aspect purement technique qu'on va identifier chez nous. Et dans ces cas-là, en fait, on va prévenir les clients qui sont concernés bien en amont et les accompagner dans les migrations, mais c'est pas l'offre N+1 est sortie, donc les machines N-1 sont end of life. Exactement. Et je me permets de rajouter aussi, en tout cas, nous avons bien pris en considération tout le travail et potentiellement parfois certaines erreurs que nous avons pu faire. Et c'est pour ça que dans tous les cas, nous serons plus proches de vous si jamais à l'avenir, comme Arnaud le précisait, il y a des divers projets qui
tendent à aller vers ce sens-là, nous serons évidemment au plus proche de vous et nous trouverons les meilleures solutions pour vous. Et c'est important de le rappeler que on apprend aussi de nos erreurs, et on avance dans ce sens-là. L'objectif est de vraiment satisfaire votre satisfaction et aussi la réussite de vos objectifs avec Scaleway. Donc voilà. Prochaine question de Rémi. Envisagez-vous de permettre la personnalisation de l'emplacement physique des machines à la commande, choix de salle, de baie, etc. C'est une fonctionnalité à laquelle on pense effectivement. S'il y a des besoins, ouais, il faut nous les remonter effectivement. Enfin, on appelle ça en interne, on appelle ça le placement group. Et effectivement, c'est quelque chose auquel on a besoin de recueillir plus de besoins là-dessus pour bien comprendre comment on peut. Parce qu'effectivement, il y a soit le choix des salles, le choix des baies. Voilà. Il peut y avoir deux besoins, effectivement, principalement la redondance. Donc, on essaye d'éviter que deux machines qu'on commande soient dans la même baie. Si jamais on veut s'assurer que si la baie tombe, on n'ait pas les deux machines qui s'arrêtent en une fois pour une coupure électrique. Pour ce genre de redondance-là, il a la possibilité, par exemple, de prendre une machine sur un DC et une machine sur un autre DC. Mais bon, pour des aspects de performance, il peut être aussi intéressant de rapprocher les machines. Donc, l'un dans l'autre, effectivement, c'est où placer le curseur, et c'est comme Simon l'a indiqué, on essaye de voir et de recueillir le maximum d'informations sur quels seraient vos besoins. Est-ce que simplement avoir une notion de placement de groupe et de dire, voilà, je veux que les machines soient dans des placements de groupe au plus proche, c'est-à-dire que les machines soient dans la même salle ou dans la même baie pour avoir le minimum de latence réseau, ou est-ce que je veux que les machines soient dans des zones de disponibilité différentes, et donc là, littéralement, dans des salles différentes. Dans tous les cas, si on veut vraiment que des machines soient séparées, pour l'instant, on a déjà l'option de pouvoir de positionner une machine dans deux DC différents, si l'offre le permet, parce que certaines machines sont peut-être out of stock sur un DC ou pas présentes sur un DC. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on travaille dans le futur. Exactement. Je tiens à préciser qu'il nous reste 2 minutes. On va essayer de faire sur les 3 dernières questions. La prochaine question est celle de Laurent. Est-ce qu'il sera possible d'ajouter des stockages mode bloc à des élastiques métal? Alors, normalement, oui, c'est prévu dans la roadmap. La technologie est un petit peu différente parce que le block storage qu'on attache sur une instance virtuelle, tout ça, c'est du réseau et des choses un petit peu différentes, et surtout, c'est du montage complètement qui est fait parce qu'on va le monter sur l'hyperviseur, ensuite on l'expose sur l'instance, c'est pas tout à fait la même chose. Pour Elastic Metal, en fait, on est en train de voir à monter probablement une gateway ISCSI pour pouvoir monter les volumes. On ne pourra pas les exposer en tant que LUN sur les machines physiques, parce que derrière, celles sont des disques qui sont virtuels, donc ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement en termes de technologie. Quand on parle d'instance, ce sont des machines virtuelles et des blocs, des disques virtuels. Donc tout ça, après, derrière, ça se bricole facilement. Quand on va vouloir faire des aspects techniques avec des machines physiques, il va falloir qu'on descende un petit peu de niveau. Et donc, oui, normalement, à terme, c'est quelque chose qui est dans la roadmap, qui est très demandé et qu'on sait qui est attendu. Par exemple, si on veut faire encore du VMware et exposer de la volumétrie Datastore partagé, il nous faudrait du bloc. Actuellement, notre bloc, il n'est pas multi-attache, donc de toute façon, on revient au même problème. Mais oui, c'est quelque chose dans la roadmap. Alors, prochaine question de Marc. On essaye de faire un petit peu vite, il nous en reste que 2. Si évidemment les personnes ne veulent bien rester, ça intéresse tout le monde, notamment cette question est très intéressante, je trouve. Dedibox vs Elastic Metal, Scaleway va-t-elle conserver l'offre Dedibox ou l'objectif est-il de migrer vers Element? Merci beaucoup Marc de poser cette question. Je pense que c'est une question que de nombreuses personnes se sont posées et je pense que c'est important de faire un rappel sur cette question et de aussi rassurer tout le monde. Messieurs, qui veut prendre la question? Je peux aussi le faire si jamais. Comme tu veux. Pour moi, de toute façon, la réponse, elle est rapide. Dans tous les cas, réponse est rapide. Voilà. Vas-y, Arnaud, vas-y. La réponse est rapide. Oui, nous conservons l'offre Dedibox.
Et comme vous pouvez le voir, nous sommes là pour proposer de nouvelles choses sur Dailybox. Donc Dailybox n'est pas mort, Dailybox ne va pas être abandonné. Dailybox et Elastic Metal, ce sont vraiment deux philosophies différentes, comme je l'ai indiqué au début. Dailybox, c'est vraiment l'hébergement où on va soigner ses serveurs. C'est pour les gens qui apprécient de manager leurs machines eux-mêmes. Element et le Public Cloud, ce sont plus pour les offres managées, le self-service, la consommation sur des durées plus courtes. Donc, c'est vraiment deux philosophies différentes. Donc, on ne va pas vous forcer à quitter Dailybox pour aller sur une Elastic Metal qui n'a pas le même usage. Exactement. Et pour vous apporter encore plus de transparence, parce que je pense que c'est très important de vous apporter cette communication et cette transparence, nous sommes actuellement en train de travailler sur une stratégie roadmap Scale Dailybox 2030. Donc, nous avons encore de nombreuses années devant nous. Vous avez aussi de nombreuses années, vous, utilisateurs de Dailybox et ou d'Elastic Metal ou pas. Comme le disait très bien Arnaud, nous allons continuer à développer Dailybox. Nous souhaitons continuer à développer Dailybox. Nous allons continuer à développer Elastic Metal en parallèle. Et évidemment, comme l'a très bien précisé, c'est deux philosophies différentes, parfois des use cases qui sont totalement différents. Et c'est très important pour nous de répondre à vos besoins, que vous soyez intéressé par des besoins cloud public ou plutôt des besoins d'hébergement, on va dire cloud privé, excusez-moi pour le terme un peu synthétique. Mais voilà. Dernière question. Les nouvelles offres vont-elles être disponibles dans quel DC? Okay. Alors aujourd'hui, alors ça dépend des offres, mais on va être sur les globalement sur les 3 DC, DC2, DC5 et DC3. Donc plus sur DC2 et DC5. Sur DC3, on devrait en avoir aussi quelques-unes qu'on devrait, notamment dans les Game Store, on devrait en remettre aussi, sur DC3. Mais voilà, le but c'est d'en avoir, c'est comme on disait tout à l'heure, ça revient un peu à la question de pouvoir faire de la redondance, donc avec ces offres-là aussi. Donc le but c'est d'en mettre au moins sur 2 DC pour pouvoir avoir des infrastructures qui vous conviennent. Exactement. L'heure est arrivée de clôturer ce webinaire. En tout cas, nous souhaitons vraiment vous remercier. J'ai vu qu'il y avait énormément de chats aussi. Il y a eu beaucoup d'échanges et c'est évidemment ce que nous apprécions aujourd'hui. Dynamiser l'échange avec vous, clients, comprendre vos besoins, répondre de la meilleure des manières à vos besoins tout en continuant le développement et l'innovation de nos produits. C'est pour ça qu'on a vraiment souhaité aujourd'hui faire ce momentum de rentrer sur cette partie Dailybox. Dans tous les cas, vous allez aussi avoir des informations très prochainement sur les différentes innovations et évolutions possibles. Évidemment, lorsque les offres vont sortir, vous serez tous au courant. Voilà, c'est très important pour nous de garder ces valeurs qui sont présentes chez Scaleway et ces valeurs humaines et ces valeurs d'échange et de partage. Du coup, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Nous allons continuer cette série, c'était que le début, donc plus d'infos à venir. Et merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent et merci aussi à toutes les équipes Scaleway d'avoir pu permettre de faire ce webinaire. Merci Arnaud, merci Simon. Merci la team marketing et je vous souhaite une très très bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.